5, 4, 3, 2, 1, 0. Leur première réaction a été une expression d'horreur à l'idée que l'on ait pu utiliser cette invention pour provoquer des destructions. Histoire vivante. 6 août. Proposée par Irène Chaland 1945. et Jean Leclerc. Alors que nous faisions demi-tour et regardions, il n'y avait plus de ville, mais un énorme bouillonnement noir de débris. Ça peut être une solution humanitaire que de faire une guerre de cette manière-là. Cette semaine, la menace nucléaire. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. D'Hiroshima à Farm Hall. Il faut très peu d'uranium pour produire énormément d'énergie. Opération Epsilon. Sans aucun danger pour la santé publique. It is an awful responsibility which has come to us. Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg. Les conséquences médicales des radiations, elles n'étaient pas connues. Wirtz, Korsching. On ne savait pas à l'époque que c'était aussi problématique et grave. Nous étions 10. Et à un moment donné, le cœur n'est plus refroidi et on va vers une fusion du cœur. De toute façon, on sait qu'autour du nucléaire, il n'y a pas d'information correcte. Et cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être d'une autre nature. Je ne crois pas beaucoup à l'amélioration du monde. Je crois qu'on ne peut vivre qu'en résistant. Il faut résister au pire, toujours, sans se faire beaucoup d'illusions. Non. Dimanche 6 août 2006. Citant l'hebdomadaire britannique Sunday Times, l'agence France Presse jette un pavé dans la mare en divulguant un trafic d'uranium depuis la République démocratique du Congo à destination de l'Iran. L'hebdomadaire britannique cite un responsable anonyme des douanes tanzaniennes qui révèle qu'un chargement caché d'uranium-238 à destination du port iranien de Bandar Abbas a été intercepté le 22 octobre 2005 en Tanzanie. Et le Sunday Times précise qu'une quantité importante de ce métal radioactif provient d'une mine officiellement fermée mais exploitée en secret à Lubumbashi. Depuis lors, l'affaire du nucléaire iranien ne s'est guère atténuée. Depuis lors, le trafic d'uranium reste une problématique internationale et avant tout une menace permanente. Et depuis lors également, certaines mines officiellement fermées sont toujours exploitées. Trafic d'uranium, c'est le titre du nouveau documentaire d'Histoire vivante. Quelque part en Afrique, au sud de la République démocratique du Congo, des centaines de camions chargés de minerais attendent de franchir la frontière de la Zambie, en route vers les ports d'Afrique du Sud et de Tanzanie. Dans ces sacs, officiellement du cuivre, du cobalt. Une frontière presque comme les autres, sauf qu'ici, avant de franchir la douane, tous les camions doivent se soumettre à des contrôles un peu particuliers. Les fonctionnaires ont des compteurs Geiger et se méfient de chaque chargement. Ils ont peur d'être irradiés. Il faut ouvrir un peu à distance. Pourquoi ? Parce que je ne connais même pas les produits. Si au moins le taux est trop élevé, tu peux être contaminé. Le taux de quoi ? D'uranium. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a aussi des poussières d'uranium. C'est ça qui fait le bruit là, le bruit des sons. N'est-ce pas ? Quand je vois que le taux est normal, je peux aller tout proche. Alors je commence, vous voyez, maintenant c'est 20. Alors je vais circuler partout avec le radiomètre. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un indice de 20 pour ce camion, tout va bien. Ce que cherchent les contrôleurs, ce sont des cargaisons clandestines d'uranium. Car ce commerce, s'il n'est pas encadré, est totalement illégal. Et aujourd'hui, le Congo est l'une des plaques tournantes du trafic mondial d'uranium. Un extrait de Trafic d'uranium, le nouveau documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche prochain sur TSR2. Quant à nous, c'est à une certaine période de l'histoire atomique sur laquelle nous reviendrons en nous intéressant à une archive étonnante, les transcriptions de Farm Hill. Résumé brièvement, au cours de la Seconde Guerre mondiale, 10 savants allemands vont se retrouver enfermés, prisonniers par les Anglais, leur conversation placée sur écoute. C'est à découvrir ou à redécouvrir à partir de demain. Comme chaque lundi, nous entamons la semaine avec 2 entretiens, en commençant par un témoignage, celui de M. Cruz, ancien pasteur de 87 ans, devenu athée, très longuement engagé dans le combat antinucléaire, un entretien signé Jacques Mourican.
René Cruz, il faut qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous. Évidemment, si on était à Bordeaux, on ne vous poserait pas cette question parce que Cruz à Bordeaux, tout le monde sait qui c'est. Bien sûr, oui monsieur, bien sûr. Mon père était négociant en vin dans une grande maison de la maison Cruz et Fils Frères qui n'existe plus aujourd'hui. Les temps ont changé, mais je fais partie de l'aristocratie du bouchon comme on disait là-bas, vous voyez. J'appartiens à ce qu'on appelait le quartier des Chartrons autrefois à Bordeaux, qui était très haut et très, il se croyait très au-dessus de tous, n'est-ce pas? Oui. Ça existe toujours, c'est un très beau quartier d'ailleurs. Oui, le quartier existe, mais il n'y a plus du tout l'ambiance d'autrefois, c'est pas les mêmes. Ça a changé, monsieur, j'ai 87 ans et la population change. Alors, qu'est-ce qui vous dirige vers la foi? Est-ce que lorsque vous êtes un jeune homme, vous avez la foi? Oui. Naturellement, j'allais à l'école du dimanche, j'ai fait mon catéchisme et j'étais dans une culture protestante jusqu'au moment de la guerre où là, les choses se sont très précisées parce que juste après la guerre, je voulais, avec d'autres, reconstruire un petit peu la France au point de vue moral avec le pasteur Casalis, avec un tas de gens comme ça. Et j'ai dit, tant qu'à faire d'être chrétien, soyons pasteurs. Alors peut-être ne doit-on pas mettre entre parenthèses votre guerre, puisque vous avez quand même eu une guerre qui était assez significative. Ah oui, j'ai même eu la croix de guerre, etc. Vous vous êtes vous-même donc engagé pendant la guerre dans les forces gaullistes. Oui, en 1942, j'étais encore en France occupée. Mon père m'avait caché dans une ferme en Vendée. Il vous avait caché pourquoi? Parce que j'avais l'âge d'être requis pour le travail obligatoire sur les côtes françaises pour faire les blocos ou bien emmener en Allemagne. Et un jour, 2 gendarmes à bicyclette sont arrivés dans la ferme et puis ils m'ont dit « C'est vous René Cruz ?» Je lui ai dit « Oui. » « Écoutez, vous êtes recherché par la Gestapo. Nous, on vous a pas vu, mais eux, ils vous trouveront. » J'ai pris immédiatement la poudre d'escampette. Je suis allé à Bordeaux rejoindre la résistance qui m'a fait passer par les Pyrénées clandestinement. Et là, je rends un hommage appuyé à mon père. Mon père était un homme de droite, il ne s'en est jamais caché, tout à fait. Et pour la résistance et pour sauver ses fils, il a payé très cher et il a payé pour des communistes. Et comme il était très intelligent, il le savait. Mais enfin, pour sauver ses fils, c'était tout à fait contraire à son idéologie. C'est l'humour de la situation, si vous voulez. Et il a payé très cher mon passage en Espagne. Et puis j'ai fait alors 1 mois en camp de concentration à Miranda de Ebro. Et j'ai rencontré un philosophe bien connu, Francis Janson, qui avait travaillé avec le FLN. Il était porteur de valises. Et c'est un philosophe que j'ai retrouvé après. Enfin, voilà. Vous rentrez, alors d'abord je rappelle, 45, c'est l'explosion de la bombe atomique, et puis c'est une Europe qui est complètement détruite. On aimerait s'imaginer aujourd'hui dans quel état d'esprit vous pouvez être. Alors c'est assez curieux d'abord. Moi qui ai fait 9 mois de baroud, qui ai fait la guerre, vraiment, quand je suis rentré, j'ai pas le souvenir que mes parents m'aient interrogé sur ce que j'avais vécu. Ils ne pensaient qu'à une chose, que je fasse mes études et puis que je fasse quelque chose dans la vie. C'était d'ailleurs très honorable de leur part, mais ça m'a fait penser, mutatis mutandis, à tous ceux qui ont vécu les horreurs lors d'Auschwitz, qui en ont parlé que 10 ans ou 20 ans après. Voyez-vous, ça c'était très curieux. Alors, je me suis dit, bon, je vais être pasteur et essayer par là de refaire le monde, si vous... C'est très prétentieux, il faut pas prendre ça au premier degré, bien sûr. Et j'ai rencontré des gens comme le pasteur Henri Rosaire, qui était du mouvement international de la réconciliation. C'était le mouvement de Martin Luther King, et puis d'autres. Et j'ai travaillé beaucoup dans la non-violence active, beaucoup. Non-violence, bien sûr, on comprend bien lorsqu'on est à ce moment-là un homme d'église, mais j'aimerais avoir une mesure du sentiment que vous laissait donc la violence qui venait de s'exercer. Je pose cette question en pensant effectivement à Hiroshima, par exemple. Oui, alors c'est très amusant parce que quand je me suis présenté à la députation contre la bombe atomique, c'était à Nevers où Madame Duras avait fait le film « Hiroshima, mon amour ». C'était le lieu, je me rappelle très bien des endroits où ça a été filmé, etc. Hiroshima, mon amour.
Je vais vous parler de la bombe atomique parce que c'est assez très important. J'ai eu, comme pasteur, l'occasion d'être invité en petit comité de 6 ou 8 personnes avec François Mitterrand. À l'époque, il n'était pas président de la République, il était député et puis chef de... Comment ça s'appelle ? La Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Oui, c'est parfaitement. Et alors, François Mitterrand a fait un discours au déjeuner, exactement dans ces termes. La priorité des priorités, c'est de lutter contre la bombe atomique et de nous ouvrir tout un dossier, j'ai pris énormément de notes, le dossier politique, le dossier militaire, le dossier scientifique, le dossier stratégique, etc., etc. Et puis, je me suis dit, il y a les élections, c'est en 67. Il y a un autre domaine, c'est que toutes les instances ecclésiastiques, catholiques, protestantes, fédération protestante, conseil œcuménique, Jean XXIII avec Pacem in Terris, tous disaient leur condamnation de la bombe atomique. Alors j'ai dit, je vais prendre ce créneau, n'est-ce pas ? Mais avec un dossier quand même solide du point de vue technique. J'avais lu le Karl Jaspers, La bombe atomique et l'avenir de l'homme. J'étais très, très documenté là-dessus. Et puis, j'ai fait ça. Alors, je me souviens d'une histoire très amusante. Quand les évêques français ont fait une proclamation contre l'armement atomique, je me suis précipité à Bourges voir le cardinal archevêque qui présidait la conférence épiscopale française, donc le chef de tous les évêques français. J'étais poli à l'époque, je lui ai dit « Éminence, je suis vraiment très enchanté de la position que l'Église catholique a prise en France, alors que vous savez qu'on va faire la bombe atomique. » Je lui ai dit « Éminence, en conséquence, vous allez dire aux catholiques de France de ne pas voter pour De Gaulle, puisque au programme de Gaulle, c'était de faire la bombe atomique. » Alors il a dit « Mais monsieur le pasteur, on serait récupéré par la gauche. » Et je lui ai répondu « Ah ça c'est évident, Éminence, vous serez récupéré par la gauche. Mais maintenant, si vous ne dites pas ça, vous allez être récupéré par la droite contre vos options fondamentales. » Il a levé les bras au ciel en disant « Mais monsieur le pasteur, si vous saviez... » J'ai dit « Oui, je sais, mais vous devriez dire aux catholiques qu'on ne vote pas pour la bombe atomique. Autrement, ce sont, comme dit le Canard enchaîné, des paroles verbales. » N'est-ce pas ? Et ce qui m'a beaucoup choqué, qui fait avancer mon intellect, c'était que j'ai été très écœuré de la contradiction du dire et du faire dans les églises. Catholiques, protestantes et toutes les autres que vous voulez. Je ne fais pas du protestantisme là-dedans, mais vous voyez qu'il y avait une différence. Et j'ai dit, c'est pas logique ça. Alors, ça a été mon premier choc, j'allais dire, sur les institutions. J'ai jamais dit que De Gaulle n'était pas chrétien ou que j'en sais rien. Moi, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à juger de cela. Mais j'ai à juger l'Église qui faisait des déclarations de ce genre. Et j'avais d'ailleurs publié à l'époque une brochure forte qui s'appelait « Les deux dossiers », à la fois éthique, morale, ecclésiastique, et politique, tout à fait politique. Et j'avais fait une brochure des deux pour essayer de me faire élire. Mais naturellement, je n'ai pas été élu. Après ça, je me suis beaucoup occupé des objecteurs de conscience, qui ne voulaient pas aller à la guerre d'Algérie, d'une part, et puis surtout ne plus aller à l'armée, etc. Et on était très pessimistes contre l'armée, et j'ai défendu beaucoup d'objecteurs de conscience comme témoins de moralité. Et j'allais dans les tribunaux avec Jean-Jacques de Félis, avec Leclerc, un de grands avocats français, et j'allais dans les tribunaux. Et j'ai été inculpé par Michel Debré pour démoralisation de l'armée. Alors là, il y a eu à Corbeil-Essonnes un immense procès avec tous les journalistes, Le Monde, Paris Match, et puis tout un tas de jeunes qui avaient fait du sitting. Et Paris Match disait « On veut voir les enfants crus ». Ils ont répondu « On est tous des enfants crus ». Ils étaient 150 ou 200. Et puis, je suis rentré au tribunal avec quelques difficultés, je pourrais raconter, c'était amusant, très amusant. Et puis le président me dit, j'avais beaucoup de témoins de moralité,
le président me dit « Monsieur le pasteur, oh, j'ai dit ça sent déjà mauvais s'il m'appelle comme ça, qu'avez-vous à répondre à l'injonction du ministre de la Défense qui dit que vous démoralisez l'armée ?» Et puis ça m'a sorti comme ça. Je suis ici pour démoraliser l'immoralité militaire. Et puis il a dit, ça fait intellectuel. Tout le monde a éclaté de rire. Ça m'est sorti comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Je l'avais pas préparée. Et puis, pour démoraliser l'immoralité militaire. Voilà. Alors, il y a eu ce procès, ça a eu beaucoup d'impact journalistique à l'époque, vous comprenez. René Cruz, j'aimerais clarifier quel était le fondement de votre position. Est-ce que vous êtes hostile à l'idée que l'on s'arme parce qu'au fond vous êtes hostile à l'idée que l'on se défende ? Est-ce que vous êtes hostile à l'idée que l'on s'arme parce qu'effectivement, si on utilise les armes, on tue des gens, ça, incontestablement. Je sais quelque chose, j'ai été militaire, j'ai fait du baroud, je sais ce que c'est. Mais la bombe atomique avait ceci de particulier, elle a toujours ceci de particulier, c'est qu'on peut anéantir la Terre, n'est-ce pas ? C'est une destruction qui n'a aucune excuse possible après, n'est-ce pas ? Ça fait plus de mal que de bien. Et alors j'ai beaucoup travaillé le problème de la dissuasion nucléaire. Et j'ai vu avec Jean Rostand et beaucoup d'autres que c'était un argument spécieux, complètement faux, qui peut se retourner. Vous savez, je suis pas un idéaliste. Je pense que les trois grands dangers du monde que j'ai traversés, c'est la guerre, la destruction possible de toute l'humanité, c'est la situation des femmes et des enfants exploités, et c'est la religion. Et ces trois choses demeurent. J'ai pas la prétention de penser que je vais supprimer la guerre, que je vais supprimer la religion, et que je vais supprimer l'exploitation. Mais c'est ma résistance. Comme j'ai été appelé, comme à 20 ans, à faire de la résistance, cette résistance-là qui va jusqu'au bout de ma vie, maintenant à 87 ans. Ces trois trucs, le militarisme, la religion et l'exploitation des femmes. Donc, ce qui vous choquait, est-ce que c'était l'armement ? Est-ce que c'était l'armement nucléaire ? Est-ce que c'était le principe d'avoir une défense ? Où se situait la frontière ? Parce que pour moi, la bombe atomique n'est pas une défense. J'ai démoli tant que je pouvais l'argument de la dissuasion du fort au faible, et puis que ça peut se retourner. Et puis il y a eu maintenant, depuis que cette époque-là, une diffusion partout de la bombe atomique, enfin partout, pas partout, en Inde, au Pakistan, en Israël, en Chine, en Angleterre, en France, en Amérique, etc. Alors on est sur un volcan avec cette histoire-là. Je suis pas contre la défense, mais ça n'en est pas une. Ça ne peut être que quelque chose de catastrophique et d'inhumain. Et tous les philosophes, tous les sages me rejoignent là-dessus. En plus, s'ajoute maintenant l'écologie. Alors, je suis devenu très écologiste, finalement. Et j'ai eu dans ma vie 3 moments que j'appelle, moi, mes moments grands spirituels. D'abord, quand j'ai appris à l'armée que Paris était libéré. J'en ai pleuré de joie, mais pleuré. Un peu plus tard, quand j'ai vu Mandela sortir de prison, j'ai pleuré. En mai 68, je me suis éclaté de joie. Quand le mur de Berlin est tombé et puis que Rostropchevitch faisait la 9e symphonie sur le mur, c'était à pleurer, à pleurer. Et là, j'ai une histoire très belle à raconter sur Mandela. Il a donc été le président de l'Afrique du Sud, mais il avait gardé dans son gouvernement M. de Klerk, les Blancs, parce qu'il en avait besoin, etc. Et on a raconté une scène. À un moment donné, Mandela dit « Excusez-moi, monsieur de Klerk, aujourd'hui le président c'est moi. » Parce que l'autre, il voulait tout le temps parler. C'était merveilleux. Et la politesse avec laquelle il a fermé sa gueule, excusez-moi de dire les choses, mais c'est merveilleux ça. C'était un grand homme qui dit « Excusez-moi, monsieur de Klerk, mais aujourd'hui le président c'est moi. » J'en ai pleuré. J'ai dit, magnifique, ça. Histoire vivante, de 15h à 16h, sur la première. Alors, René Cruz,
Vous avez donc été pasteur, vous avez été pasteur à Nancy, puis dans le Gard, vieille terre protestante française, à Casablanca, à Nevers, où on a entendu que vous avez été candidat aux élections. D'abord, est-ce que vous avez aimé être pasteur ? On m'avait appelé le pasteur de choc. Parce que ça m'étonne pas. Ça vous étonne pas. Parce que j'ai appelé un chat, et puis etc. Par exemple, sur la communion, j'ai dit, mais comment peut-on communier là, et puis après ça, exploiter sa femme de ménage ou son prochain, enfin, des choses comme ça. J'ai aimé parce que ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens de grande qualité. Le pasteur Beugner, un grand bonhomme. Couve de Murville, lequel je suis pas d'accord, mais un grand bonhomme, n'est-ce pas ? Georges Casalis, le théologien de la Libération. Cet homme, c'est celui qui m'a le plus engueulé et que j'ai le plus aimé, parce qu'il ne me passait rien. J'ai rencontré très bien aussi au PSU Michel Rocard. Michel Rocard qui a été mon patron politique pendant quelques années, n'est-ce pas ? Mitterrand, donc je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Enfin, j'étais pas toujours d'accord avec les gens que je rencontrais, mais c'était toujours des grandes pointures, des très grandes pointures. Ça, c'était très intéressant. Mais parmi mes auteurs préférés, Georges Antelme, Primo Levi, Semprin, Elie Wiesel, pour ce qui concerne la Shoah. Et ça m'habite terriblement. Voyez-vous, l'histoire de la Shoah, c'est pas pour moi de l'histoire comme la guerre de 14, c'est ma génération. Je suis contemporain de ces horreurs. Je ne les ai pas vécues, heureusement, mais je suis très habité par cette problématique-là. Et puis ensuite, alors, j'ai eu affaire avec... j'étais très intéressé par les émissions sur Arte, les origines du christianisme, particulièrement, et puis Corpus Christi. Et alors, là, moi, ça m'a beaucoup éveillé sur les approches bibliques, et je trouve que ces grandes émissions, c'était une déconstruction idéologique du christianisme. Quand je dis déconstruction, ça ne veut pas dire démolition. Si je déconstruis et si je démolis, c'est pas pareil. Si je démolis mon auto, elle est foutue. Pardonnez que je sois un peu étonné de cela, parce que sur 2 points. D'abord, la connaissance de ce qui s'est passé dans les camps de concentration, si je vous écoute correctement, elle arrive dans votre vie relativement tardivement, si je comprends bien. Et de la même manière, cette réflexion de déconstruction sur la Bible, c'est également un peu tardif, car vous faites allusion ici à des émissions de télévision qui ont moins de 10 ans. Oui, absolument. Je ne renie pas ça. Et ça m'a amené à être moi-même un hérétique. J'aime beaucoup mieux ce mot que athée. J'ai passé par toutes les phases, avant l'athéisme, l'agnosticisme, l'athéisme, etc. Et maintenant, je m'en tiens au terme d'hérétique. Pourquoi ? En grec, airesis, ça veut dire évidemment des gens qui ont des positions différentes, des gens quelquefois des farfelus. C'est comme ça aussi que c'est vécu, bien sûr. Mais ça a une autre connotation grecque, qui veut dire choisir. Et là, j'ai choisi de ne plus être croyant. Les croyants ne choisissent même pas d'être croyants. Ils vont à l'église parce que, comme on a l'habitude, vous comprenez, beaucoup de gens. Et puis les athées, ils ne sont pas vraiment athées parce qu'ils ne luttent pas, tandis que l'hérétique, alors lui, se prononce en face d'eux. Moi, je m'avoue, j'ai décidé de ne plus être croyant. Et comme je vous l'ai dit, j'ai plus d'illusions. On ne va pas empêcher la violence, la guerre, ni l'exploitation des femmes, ni la religion. Mais il faut résister contre tout ça. Il ne faut pas se laisser abattre. Je suis un résistant, voilà. Et les premières choses horribles que j'ai vues sur les femmes, c'était les femmes tondues, quand on remontait la vallée du Rhône, parce qu'elles avaient, soi-disant, ou peut-être que c'était vrai, mais je m'en fous, avaient couché avec des Allemands. Il dit ça, ce mépris-là. Et ensuite, quand je me suis mis avec Marielle, elle était déjà très engagée au MLF. Elle m'a fait lire à la fois Freud, parce qu'elle est psychologue, elle m'a fait lire Simone de Beauvoir, qui était une révélation pour moi. Et elle est toujours très engagée dans les mouvements de femmes ici. Je la soutiens à bloc. Je ne peux pas dire que je suis un féministe, parce qu'il n'y a que les femmes qui soient féministes. Mais je suis un pro-féministe. Je suis avec les combats des femmes. Voilà, très très fort. Pour moi, c'était immense
Quand j'ai lu, par exemple, Hannah Arendt, n'est-ce pas, la philosophe allemande, extraordinaire, et puis Simone de Beauvoir, pour moi, c'était très important. C'était une révélation. Parce que Simone de Beauvoir, j'ai remarqué qu'elle n'était pas partie d'un a priori féministe. Elle était philosophe et historienne. Elle a fait l'histoire des femmes, et plus elle avançait, plus elle était féministe. Et ça, c'est une démarche intellectuelle très rigoureuse, très honnête de sa part. Pas partie d'un préjugé. C'est comme moi, quand je parle contre la guerre ou l'armement, c'est pas d'abord parce que je trouve que c'est horrible, c'est parce que je l'ai vécu, c'est parce que je les ai lus, parce que je sais ce que ça fait. Les pensées justes, elles ne viennent pas du ciel, elles viennent du vécu. René Cruz, on est dans un moment de l'histoire du monde où, pour dire les choses simplement, on ne sait pas où on va. Vous, quel est votre diagnostic ? Je suis optimiste à l'intérieur d'un pessimisme radical. Je crois vraiment que la planète risque d'être foutue, mais la seule raison de vivre, c'est de résister dans les 3 grands domaines que je vous ai dit. La guerre, la religion, qui la sous-tend. Parce que, vous savez, la religion, il y avait le Gott mit uns, et puis les Américains sur leur dollar. Alors voilà, c'est vrai qu'on est dans une période très très difficile, économiquement aussi. Est-ce que le monde va changer ? Je ne crois pas beaucoup à l'amélioration du monde. Je crois qu'on ne peut vivre qu'en résistant. Il faut résister au pire, toujours, sans se faire beaucoup d'illusions. Voilà, non. Monsieur René Cruz était au micro de Jacques Mourican. Dans un instant, notre second entretien, nous serons en compagnie de Patrick Facon, auteur d'un ouvrage intitulé « Le bombardement stratégique ». Avec un avion et avec une bombe atomique, on va anéantir une ville en quelques millièmes de seconde, sans avoir besoin d'y envoyer 1000 ou 1500 bombardiers comme on le faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut être une solution humanitaire que de faire une guerre de cette manière-là. L'arme nucléaire, telle qu'elle existe en 1945, eh bien, c'est une arme stratégique qu'on utilise pour détruire des villes. L'émergence de l'avion, en projetant la guerre dans la 3e dimension, a engendré des bouleversements stratégiques profonds. Toutes les guerres de ce siècle auront été marquées par l'idée nouvelle que la victoire peut dès lors être obtenue en dehors des champs de bataille traditionnels, en détruisant les potentiels industriels, économiques et humains des États. Le bombardement est à l'origine d'une nouvelle forme de lutte dans laquelle les populations civiles sont désormais impliquées. Le bombardement stratégique réalise les conditions d'une guerre totale, une mutation dans l'histoire de la guerre. C'est ainsi que Patrick Facon, directeur de recherche au service historique de la Défense, présente un de ses ouvrages intitulé « Le bombardement stratégique », paru en 1995 aux éditions du Rocher. Comment différencier le bombardement stratégique et non stratégique ? Patrick Facon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'avion apparaît, eh bien on le destine pratiquement tout de suite, voire prioritairement à des actions militaires. Et l'avion s'impose au début du XXe siècle, parce qu'il faut resituer le contexte. Il y a des progrès techniques extrêmement importants qui sont liés à la deuxième révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Et ces progrès techniques permettent de développer ce qu'on appelle des engins plus lourds que l'air qui volent. Donc à partir de cela, eh bien, on se pose des questions sur la destination de ces avions. Est-ce que ça va servir à des gens qui ont beaucoup d'argent pour faire du sport, comme ça se passe au départ, ou bien est-ce que ça peut être utilisé à d'autres fins ? Donc finalement, il y a des gens qui imaginent que l'avion peut être utilisé dans certaines conditions pour aller bombarder les pays ennemis. Ça vient très tôt, dès la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, ça vient extrêmement tôt.
Pourquoi bombarder les pays ennemis? Tout simplement, pour semer. C'est vraiment les fondements de ce qu'on appelle la stratégie aérienne, pour semer la dévastation dans l'économie de l'ennemi, dans son industrie, et un objectif extrêmement important, me semble-t-il, qui a sous-tendu l'ensemble de ce processus, c'est semer la terreur dans la population ennemie, concentrée dans les villes qui seront les objectifs du bombardement. Et on a donné à cette manière de faire la guerre le nom de bombardement stratégique, c'est-à-dire le bombardement lointain, qui s'applique sur les organisations ennemies qui sont à l'arrière, sur les villes, les industries, l'économie et le moral. Quelles auront été les grandes étapes du développement de l'aviation militaire? Mais plus antérieurement encore, à quel moment l'aviation a-t-elle été inventée? Patrick Facon. On ne peut pas parler d'invention de l'aviation sans parler de l'invention de l'aérostation. L'homme a volé pour la première fois avec des ballons. L'ère des ballons commence en 1783 et que l'ère de l'avion commence véritablement, dans les 20 dernières années du XXe siècle, grâce à des progrès très importants qui sont faits dans le domaine de la recherche aérodynamique, pour avoir des profils d'ailes qui puissent tenir l'air, des progrès également très importants dans les moteurs. Au début, on a des moteurs à vapeur, mais c'est très lourd. Donc, on invente l'invention du moteur à explosion, constitue vraiment un démarrage assez extraordinaire. Et vous avez un certain nombre de personnalités, des pionniers qui sont intéressés, des précurseurs qui sont intéressés par le problème, qui inventent eux-mêmes leurs propres avions. On appelle ça des aéroplanes à l'époque, disons 1880-1890. Et, si vous voulez, l'explosion de cette technologie se produit au début du XXe siècle. Et c'est surtout aux États-Unis que ça va se passer avec les frères Wright, qui sont des Américains, donc, et qui vont être les premiers à voler. Les Européens vont suivre, et on a un véritable emballement de la conquête de l'air qui se produit en 1907, en 1908, en 1909. Donc en 1909, il a traversé de la Manche en avion par Blériot, et qui se poursuit vraiment de façon exponentielle jusqu'en 1914, qui est donc le commencement de la Première Guerre mondiale. Alors, il y a des questions, comme je le disais, qui se posent. Est-ce que l'avion est un outil qui peut être utilisé par des gens très riches, qui ont beaucoup d'argent? Ça vaut quand même entre 100 et 150 000 francs or de l'époque, ce qui représente des sommes considérables. Ça doit arriver dans les 2 millions de francs français avant la création de l'euro. Ou bien, est-ce que l'avion peut être utilisé à d'autres fins? Et en fait, l'expansion de l'aviation qui existe avant la guerre de 14 et pendant la guerre de 14-18 est essentiellement due au fait que l'aéroplane est approprié par les militaires, par l'armée, et c'est eux qui vont lui donner cette expansion extraordinaire avant qu'on découvre d'autres destinations de l'avion, c'est-à-dire le transport commercial, la poste aérienne, après la guerre de 14-18. Alors, quand l'avion naît et que, en même temps que lui, naissent les principes d'emploi qui peuvent être appliqués à cet outil, il y a évidemment un débat extrêmement important, parce que dès le départ, des gens se disent que l'avion peut être utilisé de par la puissance qu'il pourrait emporter un jour. Bon, les avions sont minuscules au départ, donc ils ne peuvent pas emporter beaucoup de charges explosives, mais on imagine que ça va se développer. Donc, beaucoup de gens s'inquiètent de la destination qu'on pourrait faire de l'avion, notamment attaquer les villes. On y pense tout de suite pratiquement. On y pense tout de suite, comme on a pensé utiliser des ballons, des aérostats contre les villes au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et il y a un certain nombre d'écoles qui se développent. Une école pacifiste, c'est extraordinaire de trouver par exemple un congrès pacifiste qui a lieu à La Haye, aux Pays-Bas, en 1908, dans lequel vous trouvez des communications donc d'intervenants qui disent mais il est impossible d'admettre qu'un jour on puisse lancer des bombes sur une ville, de tuer des civils, etc., etc. Et d'autres, c'est-à-dire les aviateurs qui voient naître, les avions, qui voient naître les premières forces aériennes, se disent que finalement, un des socles sur lesquels on peut fonder le développement de l'avion militaire, c'est justement cette mission lointaine qui peut caractériser l'aviation. Donc il y a ces deux écoles qui s'affrontent, les pacifistes qui se révolte contre l'idée que l'avion puisse être utilisé à cette fin, et les militaires qui se disent que finalement, ça peut être un outil sur lequel ils puissent fonder leur identité.
cours de 1914, la première des guerres totales, les aviations en présence sur l'ensemble des fronts ne réunissaient guère plus de quelques centaines d'appareils et quelques dizaines de dirigeables. Ni le bombardier ni la bombe n'existaient véritablement. Aucune modalité d'emploi de machines capables d'emporter des charges d'explosifs dans les airs n'avait été définie. En quoi la Première Guerre mondiale aura-t-elle été décisive? Quelles stratégies s'y sont-elles développées? Patrick Facon. Il y a une découverte extraordinaire qui se fait pendant la Première Guerre mondiale, c'est qu'en fait la stratégie classique qui existe depuis des millénaires, eh bien, est rentrée dans une période de grippage, de blocage. C'est-à-dire que les deux ennemis qui sont face à face sont incapables d'arriver à se battre l'un l'autre par la stratégie classique et donc s'enterrent dans des tranchées, les uns en face des autres. Donc il y a des fronts continus qui se développent et personne n'arrive à percer ces fronts continus. Donc on cherche des solutions. Alors parmi les solutions, vous avez, l'invention du char par exemple. Le char découle directement de l'idée selon laquelle on puisse arriver à percer le front avec des engins blindés. Et d'autres personnes qui se disent que l'avion qui n'est soumis à aucune contrainte géographique de quelque nature qu'elle soit peut être capable de passer par-dessus les tranchées, d'atteindre les forces vitales de l'ennemi, et finalement on en arrive à une conception de la guerre qui change un petit peu, si vous voulez. Ça s'affirme pas comme ça du jour au lendemain, mais globalement, on se rend compte que la guerre évolue d'une façon considérable, que peut-être la décision militaire n'est plus sur le champ de bataille, mais qu'elle peut être éventuellement être obtenue par des bombardements sur les arrières de l'ennemi, de manière à casser l'industrie, à casser l'économie qui permet d'alimenter en armement les armées qui se battent sur le champ de bataille. Et on se dit que finalement, dans une sorte de... C'est un mot qui est peut-être un peu dur à entendre, mais il y a une sorte de plus-value dans cette affaire, c'est qu'en bombardant les usines et qu'en bombardant donc les centres économiques de l'ennemi, par la même occasion, on bombardera les civils, et si on casse le moral des civils, on provoquera de tels affres dans l'esprit des combattants du front, que le front pourrait s'écrouler de lui-même sous la pression du manque d'armement, de l'économie qui s'effondre à l'arrière et du moral qui est sapé. Extrait du bombardement stratégique de Patrick Facon. De tous ceux qui s'interrogèrent sur les solutions les mieux adaptées à la faillite stratégique de la fin de la guerre de 1914 et qui discernèrent dans l'aviation l'arme de la décision, le plus connu, celui dont l'influence fut la plus profonde, le plus controversé aussi, fut sans conteste l'Italien Giulio Douhet. Haï par ses adversaires, adulé par ses turiféraires, ce militaire contestataire jeta les bases doctrinales du bombardement stratégique. En quoi Giulio Douhet peut être considéré comme le père fondateur du bombardement stratégique et quelle fut l'ampleur de son rayonnement? Patrick Facon. Douhet est un combattant de la guerre de 14-18, c'est un artilleur d'origine, et il a fait carrière dans l'aviation pendant la guerre, et il n'a cessé de toute la guerre de préconiser l'emploi en masse de l'aviation contre les villes de l'ennemi. Donc vous savez que l'Italie se battait contre l'Autriche-Hongrie à l'époque, sur le front italien, et que Douhet avait préconisé en 1917-1918 d'attaquer la capitale de l'Autriche-Hongrie, qui était Vienne, avec 500 avions de bombardement, de manière à provoquer un choc tellement considérable que les Austro-Hongrois auraient baissé les bras et se seraient retirés de la guerre, d'autant plus que l'Autriche-Hongrie était pratiquement à bout de force, épuisée par 4 ans de guerre. Et Douhet donc a été le théoricien de tous ces préambules qu'on a découverts pendant la guerre. Il a bâti une théorie vraiment très très poussée de l'emploi de l'aviation, justement dans cette guerre stratégique. Et son ouvrage est sorti en 1921 sous le nom de La maîtrise de l'air, et ça a provoqué à la fois un ravissement chez les aviateurs, mais un tollé assez général en Europe où, en fait, les théories développées par Douhet étaient considérées comme quelque chose de moralement inacceptable. Douhet était partisan donc d'attaques aériennes avec des gaz, ce qu'on appelait les gaz de combat, l'hypérite, le phosgène sur les villes, de manière à tuer la population, au début d'un conflit, en soulignant qu'au bout du compte, il valait mieux tuer 300, 400 ou 500 000 personnes au début d'une guerre plutôt que de vivre
parce qu'il était traumatisé par ce conflit, plutôt que de vivre la guerre de 14-18 avec ses 10 millions de morts dans les tranchées. Il disait même, dans une sorte d'envolée rhétorique, il disait ça peut être une solution humanitaire que de faire une guerre de cette manière-là. Donc Douhet a provoqué vraiment une poussée de fièvre dans l'Europe de cette époque, en créant un sentiment qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais qui s'est pérennisé pendant des années, pratiquement jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui était ce qu'on appelait le danger aérien. C'est-à-dire les gens, dans les villes, avaient peur qu'un beau jour, des bombardiers viennent jeter des bombes ou viennent jeter des gaz sur ces villes et les massacrent, en gros. Pendant les années 20 et les années 30, il y a un phénomène qu'un journaliste a appelé la Grande Peur. Vous savez, c'est cette Grande Peur du Moyen-Âge qui a été transposée à cette période des années 20 et des années 30, où en fait, sous l'action de la presse, sous l'action d'un certain nombre de groupes de pression qui préconisaient le développement de l'aviation, s'est installée cette peur viscérale des bombardements sur les villes qui a conduit les gouvernements à prendre des mesures extrêmement importantes, création d'abris anti-aériens. Tous les Français sont partis en guerre avec un masque à gaz accroché à la ceinture parce qu'on avait peur d'attaques par les gaz en 1939. On a même imaginé des choses extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer à l'heure actuelle. Il y a des gens qui ont imaginé que pour préserver Paris, par exemple, d'une attaque aérienne massive, on pourrait reconstruire la ville dans une sorte de maquette factice, à quelques dizaines de kilomètres vers le nord de la Seine. D'autres qui imaginaient que la peur des gaz, la peur de bombardement par les gaz pourrait donner naissance à des immeubles qui feraient 40 ou 50 étages, les 10 premiers étages n'étant pas habités puisque les gaz montaient à peu près à cette hauteur-là sans créer de dégâts dans les étages supérieurs. Il y a eu vraiment une peur, je dis pas panique, mais une peur terrible de ces attaques aériennes qui a amené ce phénomène de grande peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on compare la grande peur des années 20 et des années 30, et qu'on la transpose à la grande peur qui suit la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la peur du péril atomique, dont les analyses sont pratiquement parallèles en termes psychologiques, on retrouve tout à fait le climat des années 50, des années 60, avec la création d'abris anti-atomiques, la peur qu'avaient les gens d'être vitrifiés par des attaques aériennes, puisque l'arme atomique venait de la voie des airs. Il ne faut pas oublier qu'il y a une filiation à ce niveau-là. Donc il y a ce phénomène effectivement très intéressant qui existait, qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui a complètement été oublié, qui a disparu. Extrait du bombardement stratégique de Patrick Facon. La diffusion des théories développées par Giulio Douhet et quelques autres, alliées à la crainte de voir se reproduire avec une effroyable amplification les événements de la Grande Guerre, suscita un extraordinaire phénomène de psychose collective, une nouvelle grande peur, comme devait l'écrire un chroniqueur du temps. Ce phénomène toucha l'ensemble des sociétés européennes des années 20 et 30, pourtant relativement épargnées par les bombardements au cours des hostilités. En quoi cette grande peur a-t-elle favorisé ou freiné l'expansion du bombardement stratégique? Patrick Facon. Il y a eu deux phénomènes parallèles qu'on peut reprendre dans l'avant-guerre de 14, c'est que la grande peur a favorisé le développement du bombardement stratégique et d'un autre côté, elle a créé des courants pacifistes qui ont employé les mêmes arguments que les courants pacifistes de l'avant-guerre de 14. Par exemple, vous avez une conférence qui se tient à Genève en Suisse, au début des années 30, la conférence du désarmement, et la peur du bombardier était telle que il y a un certain nombre de personnalités politiques qui étaient présentes lors de cette conférence qui ont réclamé la mise hors la loi du bombardier, la disparition des flottes de bombardement, le remplacement de ces flottes de bombardement par une sorte d'armée aérienne de la SDN, de la Société des Nations, vous voyez, qui aurait maintenu la sécurité. De leur côté, les militaires se sont énormément servis de cette grande peur, dans le sens où la guerre était devenue une affaire vraiment industrielle, où il s'agissait de détruire les capacités de l'ennemi à pouvoir produire des armements, et que les militaires s'adjugeaient le droit, les aviateurs notamment, d'aller bombarder les centres industriels, d'aller bombarder tout objectif qui représentait une caractéristique militaire.
Et ce qui est fort intéressant, c'est de savoir qu'avant la guerre de 39-45, avant 1939, il n'existait aucune législation internationale, aucun texte juridique qui interdisait à une aviation militaire de bombarder une ville à partir du moment où cette ville recélait des objectifs militaires. Alors les aviateurs sont allés très loin dans le domaine militaire en disant « nous considérons comme des objectifs militaires aussi bien les usines qui fabriquent des armements, donc dans lesquels il y a des ouvriers qui travaillent, que des casernes, des ports de guerre, des raffineries de pétrole. » Donc la population s'est retrouvée prise en otage dans une problématique militaire qui ne la concernait que de loin. Et ça a conduit évidemment à tous les excès qu'on connaît pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une sorte, de répétition générale dans ces conflits. Par exemple, pendant la guerre d'Espagne, qui a duré de 36 à 39, au cours de laquelle les nationalistes espagnols ont tenté de ravir le pouvoir aux républicains qui étaient en place en Espagne, légalement par des élections. Les Allemands et les Italiens qui appuyaient les nationalistes espagnols, qui avaient quand même de légères tendances fascisantes. Les Allemands et les Italiens ont bombardé pendant plus de 3 ans la ville de Madrid. Ils ont bombardé la ville de Barcelone. Vous savez, il y a cette histoire célèbre de Guernica, dont Picasso a tiré un tableau absolument extraordinaire. Guernica était une ville tranquille dans laquelle il n'y avait aucun objectif militaire et que les Allemands ont bombardé. Donc ça a créé, si vous voulez, ce climat délétère qui a accompagné l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, ça n'a fait qu'accentuer ce phénomène de grand-peur. Les Japonais, par exemple, ont bombardé beaucoup de villes chinoises lors de la guerre qu'ils ont menée contre la Chine à partir de 1937. Mais on n'est jamais arrivé à ce que Douhet avait théorisé, en fait, dans son ouvrage de 1921, qui s'appelle La maîtrise de l'air, c'est finalement, les bombardements sur les villes ne sont jamais arrivés à faire rendre grâce à la population. Les populations ne se sont jamais retournées vers leur gouvernement, comme Douhet le pensait dans les années 20, en demandant à leurs hommes politiques d'arrêter la guerre parce qu'ils souffraient trop sous le bombardement. Et ça, je crois que ça a été une erreur d'analyse de la part de tous les stratèges aériens, qui se renouvelaient d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale sur l'Allemagne, quand les Britanniques et les Américains ont bombardé l'Allemagne en pensant qu'ils arriveraient à saper le moral de la population allemande. Venons-en au nucléaire dont il sera question cette semaine. En quoi le nucléaire est-il l'aboutissement du bombardement stratégique ? Patrick Facon. Il faut laisser de côté dans cette affaire tout ce qui peut concerner la dissuasion, qui est un phénomène propre au mécanisme de la guerre nucléaire. Mais on peut tirer vraiment des fils directeurs très intéressants dont le bombardement stratégique a agi avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, voire pendant la Première Guerre mondiale, et la manière dont on concevait la guerre nucléaire immédiatement après le deuxième conflit mondial. D'abord, il faut partir du principe que l'arme nucléaire, telle qu'elle existe en 1945, elle est emportée par des avions. Donc, partant de cela, c'est une arme stratégique qu'on utilise contre les villes, pour détruire des villes. Jusqu'à l'invention de l'arme nucléaire tactique, au début des années 60 et jusqu'au début des années 70, les armes nucléaires et thermonucléaires étaient des engins qui étaient destinés à détruire des villes. On avait une stratégie de l'apocalypse, c'était une stratégie anticité, comme on disait. Et en fait, les vecteurs, comme on dit en termes militaires de ces armes, c'était les avions et ensuite les missiles balistiques tirés du sol. Donc il y a un parallèle qu'on peut établir entre, disons, les méthodes d'emploi telles qu'on les a utilisées en matière de bombardement stratégique classique avec des bombes normales, pourrait-on dire, et la manière dont on utilise l'arme nucléaire aéroportée par des avions. Premier parallèle. Le deuxième parallèle, c'est qu'en fait, il existe, pendant les 5 ou 6 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, un parallèle entre la doctrine du général Douhet, dont on a parlé tout à l'heure, et la stratégie d'anéantissement nucléaire telle que les militaires l'ont élaborée. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, personne, mis à part quelques Cassandres, qui sont là pour rappeler certaines choses importantes à l'humanité, personne parmi les militaires n'imagine que l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. Les militaires se disent, avec un avion et avec une bombe atomique, on va réaliser en fait le rêve de Douhet, c'est-à-dire qu'on va anéantir une ville
en quelques millièmes de seconde, sans avoir besoin d'y envoyer 1000 ou 1500 bombardiers comme on le faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez, tous ces tenants et ces aboutissants finalement se rejoignent dans la manière dont on perçoit la guerre nucléaire. Et je crois qu'il existe également un parallèle important entre la façon dont la population percevait le danger aérien, le danger aérochimique, comme on disait, c'est-à-dire l'emploi des gaz avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un parallèle qui existe inévitablement avec la façon dont l'opinion, dont les gens percevaient le danger atomique. On retrouve vraiment les mêmes problématiques dans la façon de concevoir et de percevoir ces deux dangers. C'est pour ça que j'établis une généalogie entre le danger aérien, le danger aérochimique de l'avant-Deuxième Guerre mondiale et en fait le danger nucléaire tel qu'il est perçu par les populations après la guerre. Quelle hypothèse pour le futur en matière nucléaire, Patrick Facon? Le nucléaire est toujours en toile de fond dans ces affaires-là, mais dans le futur, il est évident que les guerres interétatiques, notamment la dernière guerre, par exemple, entre les alliés de l'OTAN et la Yougoslavie, ou bien la guerre du Golfe entre l'Irak et la coalition anti-Saddam Hussein, ce sont des guerres qui ne sont pas exclues. Disons que le type de guerre qu'envisagent à l'heure actuelle les stratèges et les aviateurs, plus particulièrement, ce sont des guerres du type de celle du Liban en 2006, dans lequel on est appelé à lutter contre ce qu'on appelle des techno-guérillas, c'est-à-dire des guérillas qui n'utilisent plus seulement que le vélo et le sac de riz comme au moment de la guerre d'Indochine, à Dien Bien Phu en 1954, mais des armements extrêmement sophistiqués à base de missiles, capables d'abattre des avions, mais qui se noient dans la population de manière non pas parce qu'ils ont des sympathies pour la population, mais de manière à éviter justement d'être touchés par ces armes de frappe massive que sont les forces aériennes, vous voyez, et de manière à s'y noyer pour éviter justement d'en subir les conséquences. Et on arrive de plus en plus dans des conflits de type, vous voyez, ce qu'on appelle des guerres asymétriques, dans lesquelles ce sont des États contre des nébuleuses terroristes, ou bien des nébuleuses de la drogue, par exemple comme les cartels de la drogue en Amérique du Sud, ou bien d'autres types de nébuleuses. Cet entretien était préparé par Daniel Zacher. Une mise en onde signée Jérôme Nussbaum. Demain, notre premier épisode, consacré à l'histoire de l'arme nucléaire, sera intitulé « Cible précise, destination incertaine ».